Bienvenue sur Velvet Vault Luxury. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que dérangeant. Le luxe, le statut social et l'ego. Pourquoi le luxe nous attire-t-il autant? Est-ce vraiment une question de qualité ou une quête silencieuse de reconnaissance? Achetons-nous des objets ou une place dans la hiérarchie sociale? Dans cette vidéo, on va décrypter comment le luxe devient un langage, un symbole de statut et parfois le reflet d'une histoire beaucoup plus intime. Installe-toi confortablement. On entre dans le Velvet Vault. Le luxe n'est pas seulement une question d'argent. C'est un langage. Dans toutes les sociétés, les élites ont toujours utilisé des symboles visibles pour affirmer leur statut. Aujourd'hui, ce sont les montres mécaniques, les sacs iconiques, les voitures ultra performantes. Hier, c'était les palais et les titres. Mais ce qui est fascinant, c'est que le luxe fonctionne comme un code silencieux. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui savent. Un sac peut sembler cher pour certains. Pour d'autres, il signifie appartenance. Une montre n'indique pas seulement l'heure. Elle indique une réussite, une maîtrise, une trajectoire. C'est là que le statut social entre en jeu. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Notre cerveau est câblé pour évaluer notre position dans le groupe. Le luxe devient alors un raccourci visuel. Prenons l'exemple de Mauna Ayoub, collectionneuse franco-libanaise connue pour sa collection spectaculaire de haute couture. Peu médiatisée auprès du grand public, elle incarne pourtant cette idée que le luxe peut être une armure sociale. Après un divorce extrêmement médiatisé dans les années 90, elle a utilisé l'art et la haute couture comme affirmation d'indépendance et de puissance. Le vêtement devient alors déclaration. Le luxe rassure. Il dit « Je suis arrivé ». Mais arrivé où? Et aux yeux de qui? Dans les cercles fermés, le luxe agit comme un filtre. Il crée des frontières invisibles. Certaines portes s'ouvrent plus facilement quand les signaux extérieurs correspondent au code du groupe. Ce n'est pas superficiel, c'est anthropologique. Le luxe, au fond, est une mise en scène sociale maîtrisée. La vraie question n'est pas combien ça coûte, mais qu'est-ce que ça communique? Et c'est là que l'ego commence à entrer en scène. L'ego n'est pas l'arrogance. L'ego, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que nous voulons que les autres aient. Le luxe nourrit cet espace fragile entre identité et validation. Lorsque quelqu'un achète une montre exceptionnelle, il n'achète pas uniquement un mécanisme suisse. Il achète une histoire sur lui-même, une version améliorée, une projection. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est puissant. Prenons l'exemple de Patrick Getreide, collectionneur discret derrière la fameuse collection OAK de montres Patek Philippe. Très peu connu du grand public, il a construit l'une des collections les plus impressionnantes au monde. Pour lui, ce n'est pas une question d'exposition médiatique. C'est une quête personnelle de perfection, d'exclusivité, de maîtrise. L'ego, dans le luxe, peut prendre deux formes. L'ego démonstratif, qui cherche le regard extérieur, et l'ego silencieux, qui cherche la satisfaction intérieure. Mais même l'ego silencieux reste un ego. Posséder quelque chose d'extrêmement rare donne un sentiment de distinction. Et la distinction est l'essence même du statut. Nous voulons être uniques, mais reconnus pour cette unicité. Le paradoxe est là. Le luxe est souvent produit en série limitée, mais il est désiré par des milliers de personnes. Nous voulons être rares, ensemble. L'ego aime la rareté. Il aime la difficulté d'accès. Il aime ce que les autres ne peuvent pas obtenir. Et plus l'accès est restreint, plus la valeur symbolique augmente. Mais jusqu'où cela va-t-il? À quel moment la quête de distinction devient-elle dépendance au regard des autres? Le luxe peut être une récompense, mais il peut aussi être une protection. Dans un monde compétitif, instable, imprévisible, les symboles de réussite offrent une forme de stabilité émotionnelle. Posséder des objets d'exception peut donner un sentiment de contrôle, de solidité, de valeur personnelle. Certaines personnes construisent leur identité autour de ces symboles, parce qu'ils sont tangibles, visibles, mesurables. Prenons l'exemple de Robert Cheng, entrepreneur discret basé en Asie, connu dans les cercles privés pour sa collection automobile ultra exclusive, mais très peu médiatisée.
Il a expliqué dans une interview confidentielle que sa première supercar n'était pas un caprice, mais une preuve pour lui-même qu'il avait échappé à son milieu d'origine modeste. Le luxe devient alors une victoire matérialisée. Mais quand l'identité repose trop sur l'extérieur, elle devient fragile. Si le statut disparaît, que reste-t-il? C'est là que le luxe peut devenir une armure, une manière de compenser un doute intérieur, un besoin de validation non résolu. Attention, cela ne veut pas dire que tous les amateurs de luxe sont en quête d'approbation. Le luxe peut être pure passion, amour de l'artisanat, respect du savoir-faire. Mais il est important de reconnaître que derrière certains achats, il y a parfois un dialogue intérieur plus profond. Le luxe peut amplifier la confiance ou masquer l'insécurité. Tout dépend de l'intention. Et si le vrai luxe n'était pas le statut, mais la liberté? La liberté de choisir pour soi, pas pour impressionner, pas pour appartenir, mais pour apprécier profondément. À un certain niveau de maturité, le rapport au luxe change. Il évolue. On passe du regard des autres à une relation beaucoup plus intime avec l'objet. Ce n'est plus une question de validation sociale, mais de résonance personnelle. Au début, beaucoup cherchent la reconnaissance. C'est humain. Le luxe agit comme un amplificateur de réussite. Il rassure, il positionne, il affirme. Mais avec le temps, ceux qui développent un véritable goût finissent souvent par s'éloigner de cette logique démonstrative. Ils ne demandent plus « Qu'est-ce que cela dit de moi aux yeux des autres ?» Ils se demandent « Est-ce que cela me parle, à moi ?» Prenons l'exemple de Suzanne Saperstein. Collectionneuse d'art et philanthrope relativement discrète auprès du grand public, elle a constitué au fil des années une collection impressionnante. Mais son approche ne repose pas sur l'ostentation. Elle s'inscrit dans une logique de préservation, de transmission, presque de responsabilité culturelle. Dans cette perspective, le luxe change de dimension. Il devient transmission. Il devient responsabilité. Il devient dialogue avec le temps. On n'achète plus pour montrer, mais pour conserver, pour protéger, pour faire vivre un savoir-faire ou une œuvre au-delà de soi. Le luxe cesse d'être un miroir social pour devenir un engagement personnel. C'est là que l'ego s'apaise. Il n'a plus besoin de crier sa réussite. Il n'a plus besoin d'accumuler pour exister. Il se stabilise. Il devient plus silencieux, plus confiant. Il comprend que la valeur ne dépend pas du volume, mais de la cohérence. Le luxe conscient, c'est cette capacité à faire la différence entre désir conditionné et désir authentique, entre ce que l'on nous a appris à vouloir et ce qui nous touche réellement. Quand on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, l'expérience devient plus pure. On apprécie le détail d'un artisanat exceptionnel. On respecte l'histoire d'une pièce sans ressentir le besoin de la transformer en déclaration sociale. Le statut devient secondaire. L'objet redevient ce qu'il est, une création humaine d'exception. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'on atteint la forme la plus aboutie du luxe. Non pas celle qui impressionne le plus, mais celle qui aligne. Le vrai luxe, au fond, c'est peut-être cette sérénité intérieure, cette liberté de posséder sans être possédé, d'apprécier sans dépendre du regard extérieur. Au-delà du statut, il y a la conscience. Et c'est là que le luxe révèle sa dimension la plus élégante. Le luxe est un langage, le statut social, une dynamique humaine, et l'ego le moteur invisible derrière nos choix. La question n'est pas de juger le luxe, mais de comprendre pourquoi nous le désirons, pour être vus, nous rassurer, ou célébrer un accomplissement réel. Chez Velvet Vault Luxury, on explore ce que les objets d'exception révèlent sur nous. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, pense à liker, t'abonner et rejoindre la communauté. On se retrouve très vite pour un nouveau chapitre du Vault.